Alors non, je ne suis pas en micro. Bien joué, Benoît. Donc, bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième édition du Saloon RH organisée par Badka. Donc, petit pitch technique avant de donner la parole à nos conférenciers. N'hésitez pas à utiliser l'onglet « Converser », à basculer de tous les conférenciers à tous les conférenciers participants. C'est le petit bouton bleu juste au-dessus de la fenêtre de chat. Et vous avez également l'onglet « Questions et réponses ». Nous avons en plus des super modérateurs pour cette conférence en backstage qui pourront y répondre. Nos conférenciers répondront également pendant ou à la fin de la conférence. Vous pouvez commenter et voter pour ces questions, donc n'hésitez pas à bien utiliser ces fonctionnalités. Donc, j'accueille aujourd'hui donc là Manuel, Guillaume et Stéphane. Je vous laisse la main pour vos slides. Et je vous souhaite une bonne conférence, messieurs. Merci, Benoît. Merci. Merci. Et voilà, bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints. Je vois que le nombre de participants augmente à fur et à mesure. Donc, comme vient de vous l'annoncer Benoît, nous serons 3 aujourd'hui pour animer ce webinaire. Donc, pour ma part, je suis Guillaume Dubrut, je suis directeur associé chez Kicop System. Manuel Perruchot, cofondateur de Kicop, sera également présent et nous avons le bonheur et la chance d'accueillir l'un de nos clients, Stéphane Wilmotte, HR Leader chez Norauto, et qui aura chez Mobivia même, mais on va vous expliquer la différence. Et Stéphane aura évidemment l'occasion de vous en dire plus sur ce qu'il fait et qui il est dans quelques secondes. C'est le but de ce webinaire, évidemment. J'aurai également la lourde tâche d'être le gardien du temps. Nous avons concrètement 45 minutes à passer ensemble. Donc, je me ferai aussi fort de surveiller et de contrôler nos timings à tous sur ce webinaire. Aujourd'hui, nous sommes chez Kicop en fait, on vous présente ce webinaire qui a pour thématique, vous l'aurez bien noté, le collaborateur, le meilleur allié du recruteur en 2021. Pourquoi on a choisi ce thème? Parce que chez Kicop, et ça sera juste la petite seconde, on va dire, de présentation de nos activités, nous sommes spécialistes du recrutement par la cooptation et de la mobilité interne depuis une dizaine d'années au travers d'une solution qui s'appelle Kicop System. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va partager notre expérience avec vous. Du côté de Norauto, là aussi pour vous donner un petit peu de visibilité, vous connaissez, j'imagine tous cette enseigne. Le Norauto, leader européen des centres auto, 10 000 collaborateurs en France, environ 1 700 recrutements par an. Norauto vient de fêter ses 50 ans. Joyeux anniversaire Stéphane, tu ne les fais pas. Et également une Great Place to Work, deuxième au palmarès Great Place to Work, en 2018. Voilà pour ce qui nous permet de cadrer un petit peu et fixer le décor. Alors, le collaborateur, le meilleur allié du recruteur en 2021, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, notre conviction chez Kicop, c'est que finalement, vos collaborateurs, au-delà de remplir leur mission au quotidien, peuvent et doivent avoir plusieurs rôles à jouer. Et donc, ce que nous estimons chez Kicop, c'est qu'il est important de soigner cette expérience collaborateur que vous leur offrez au travers de 3 mots-clés: confiance, transparence, proximité. Et vous allez voir dans l'illustration des actions qui ont été mises en place
chez Noroto, qu'on est en plein dedans et que ces mots-clés ressurgissent sur toutes les actions qui ont été mises en place. Selon nous, il y a 3 stratégies, on va dire, clés pour repenser le rôle de vos collaborateurs dans votre stratégie de recrutement. Et c'est finalement le sommaire que nous vous proposons. La première stratégie, c'est de faire de votre collaborateur un collaborateur sourceur, coopteur. En deuxième stratégie, de faire de vos collaborateurs de réels ambassadeurs. Et en troisième stratégie, finalement, c'est une évidence, mais ça va mieux en le disant, de faire de vos collaborateurs des candidats à vos propres annonces, évidemment. Et vous verrez que tout ceci s'imbrique, on va dire, dans une stratégie globale sur laquelle on reviendra et dont Noroto, selon nous, illustre bien ces différents points clés. Voilà pour cette introduction. Je vais donc laisser la main à Manuel, qui va commencer sur la première stratégie du collaborateur sourceur-opteur, et qui pourra évidemment, comme sur nos 4 parties, faire intervenir Stéphane à chaque fois. Manuel, je te passe la parole. Merci Guillaume. Alors, collaborateur, sourceur, coopteur, ça a été déjà une petite source de débat entre Stéphane et nous sur ce sujet-là. Peut-être qu'il y reviendra par la suite. Juste en quelques mots, hein, la jeunesse de Kikopt. Kikopt est né il y a maintenant 8 ans et à l'époque c'était très innovant, c'était de dire déjà pour les recruteurs, les collaborateurs sont clairement les meilleurs alliés du recruteur. Donc ça, c'était absolument essentiel et c'est ça qui a fait la jeunesse de Kikopt au démarrage. Aujourd'hui, on est leader des plateformes de recrutement, hein, à la fois par la cooptation et pour la partie mobilité interne. Depuis 10 ans déjà, on a l'habitude de dire, souvent, et notamment quand on parle des collaborateurs, les meilleurs recommandent les meilleurs. Hein. Cette phrase-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, mais elle est assez puissante et très clairement, les collaborateurs sont le meilleur vecteur pour recommander des gens de leur réseau à leur entreprise. Puisque les collaborateurs, ils ont plutôt envie de faire venir des gens qui sont des bons et qui vont leur permettre ou de grandir ou de devenir meilleurs dans leur fonction. Voilà, sur cette partie recrutement par cooptation, vous avez quelques chiffres sur la droite hein, pour vous dire. Autre élément important, hein, c'est qu'aujourd'hui, les programmes de cooptation, s'ils ne sont pas organisés par une plateforme, ne fonctionnent pas et on le voit tous les jours. Tous les jours, on a des entreprises qui sont venues nous voir en disant « mais nous, on continue à le faire avec un tableau Excel ». Et peut-être que là aussi, Stéphane y reviendra, mais les programmes de cooptation dans les tableaux Excel ne fonctionnent pas, et notamment quand on commence à avoir un peu de collaborateurs chez soi. Alors, je vais démarrer les premières questions auprès de Stéphane. Et alors, avant de démarrer, j'ai envie de dire les questions liées à la plateforme. J'ai envie de revenir sur ton intitulé, Stéphane. Parce qu'on aurait pu dire, tiens, Stéphane, il est DRH de Noroto. Et tu nous as dit, non, je suis HR leader. J'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus. Oui, alors en fait, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que vous allez bien, parce que dans ces moments un peu compliqués, je pense que la santé est prioritaire, l'entreprise aussi. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, la question, elle est intéressante, Manu. HR leader RH, en fait, c'est un... Alors, moi, j'ai une expérience de RH, de DRH. Et à un moment donné, mon boss m'a dit tu vas passer leader RH. Alors je m'étais dit tiens, c'est un joli terme qui veut dire DRH. Et en fait, non, pas du tout. La position qui est celle de l'entreprise, c'est de dire à un moment donné, la mission de RH, elle est dans le périmètre de responsabilité des managers. Et c'est à l'équipe RH d'accompagner les managers dans leur mission de ressources humaines. Et moi, en tant que DRH, j'ai eu l'opportunité de passer leader RH au niveau de Noroto France.
avec en parallèle une mission également au niveau de Mobivia. Mobivia, c'est le groupe, si vous voulez, qui regroupe Midas, Carter Cash et Noroto dans toute l'Europe. On est aussi en Argentine. Et donc, ma mission, là, elle n'est pas d'être DRH du groupe, elle est plutôt d'être coach des DRH et des responsables RH qui sont présents dans les différentes entreprises. Donc, c'est plutôt une mission d'accompagnement, une mission de conseil, une mission surtout de questionnement. L'idée étant de faire grandir toute la communauté RH, et donc j'anime une communauté RH. Voilà, si j'ai bien répondu à la question. C'est très clair, Stéphane. Juste peut-être, tu peux nous donner quelques items, quelques chiffres sur Mobivia ou sur Noroto pour qu'on ait des éléments globaux de ce que ça représente aujourd'hui? Ouais, donc Mobivia, 22 000 collaborateurs en Europe et en Amérique du Sud, des bureaux aux États-Unis, en Asie, pour tout l'environnement lié aux startups de la mobilité. Et en France, on est fortement présent avec la marque Noroto, que vous connaissez, Midas également, et en Allemagne avec la marque ATU, qui comprend 10 000 collaborateurs. Donc aujourd'hui, si vous voulez, Mobivia, c'est 10 000 collaborateurs en Allemagne, 10 000 collaborateurs en France avec Noroto, et 2 000 collaborateurs qui vont travailler dans d'autres entreprises, notamment sur tout l'environnement des startups. En fait, on est en train de prendre des participations dans beaucoup d'entreprises qui sont là pour favoriser la mobilité. Et donc, on a un métier classique de réparation et d'entretien automobile, mais on se projette également sur tous les sujets liés à faciliter la mobilité dans les différents pays où on est présent. Ouais, c'est très intéressant parce qu'on voit l'évolution, le démarrage entre guillemets comme réparateur de l'automobile et aujourd'hui à tout ce qui est fonction de la mobilité, une évolution, Guillaume l'a précisé, en 50 ans maintenant. Oui, tout à fait. 50 ans, et ce qui est super important dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, là, on vient de fêter nos 50 ans, la crise qu'on est en train de vivre actuellement, elle renforce aussi le sujet du local. Tout à l'heure, on parlait des ressources humaines, qu'elles devaient aider le local, le manager au niveau local. Là, on est en train de se repositionner au niveau de nos entreprises dans une responsabilisation au plus local, au plus près du client, au plus près du collaborateur. Le gardien du temps que je suis me permet de vous dire, est-ce qu'on peut basculer sur les questions, parce que sinon on va avoir du mal à aller au bout. Stéphane, qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en place un outil de cooptation chez Noroto? Alors il me semble, il y avait déjà un programme de cooptation existant quand tu es arrivé. Ouais, mais tu l'as dit tout à l'heure. En fait, on avait un programme de cooptation qui était un programme sans doute assez classique, avec un fichier Excel tenu par les RH, et puis les collaborateurs qui envoyaient le CV d'une connaissance et qui se perdaient une fois sur deux. Et donc, à un moment donné, quand on avait des problématiques de recrutement assez fortes, qui sont toujours d'actualité, globalement, on recrute 1700 personnes par an. L'idée, elle est vraiment de disposer d'un outil performant, digital, communautaire, qui va permettre de mobiliser les équipes autour de la cooptation. Donc, 1700 recrutements. On avait, avec la méthode classique, ancienne, initiale, on avait 20 ou 30 recrutements qui étaient faits. Donc là, aujourd'hui, on a mis en place une solution qui a été développée par Kikopt. L'idée était de le mettre en place auprès des 6500 collaborateurs de Noroto France, dans un premier temps, ce qui a été fait. Les derniers chiffres à aujourd'hui sont très, très positifs, parce qu'en fait, on a eu près de 400 candidatures issues de la cooptation, et il y a eu 200 recrutements. Et ces recrutements, c'est des recrutements, on l'a mesuré, qui sont des recrutements qualitatifs, des recrutements où les personnes qui cooptent s'engagent vraiment sur un candidat. Et donc, le résultat, au final, on est sur vous l'avez vu, 2 candidats proposés, un recrutement effectué. On peut se dire qu'on est vraiment dans un résultat qui est top au niveau des équipes. Puisque un des objectifs et un des avantages, et ça fera la transition, peut-être dans les avantages que tu as trouvés, c'était aussi de faire baisser le turnover. Oui, en fait, on avait du turnover qui était assez important, donc pour différentes raisons, pas uniquement liées à des sujets autour du recrutement. On était à 30%, 33% de turnover.
on est actuellement à 22%. Mais en tout cas, la qualité du recrutement, elle a été essentielle parce qu'en fait, on avait constaté qu'on avait beaucoup de turnover sur les moins d'1 an d'ancienneté. Et donc, le travail d'améliorer tous les process de recrutement, de cooptation, a porté ses fruits. Parfait. Merci Stéphane. Alors comment, puisque un des grands sujets des programmes de cooptation, c'est comment avez-vous fait pour embarquer les collaborateurs dans ce programme? Alors on a dû embarquer les collaborateurs et les managers. Les collaborateurs, ils ont été embarqués premièrement par le biais d'un outil qui était digital, simple et sexy. Deuxièmement, par le fait qu'on a mis en place un système de primes. Et donc le système de primes avec, dès que vous recrutez quelqu'un que vous avez proposé par cooptation, l'entreprise verse directement le premier jour une prime, une partie de la prime, et le reliquat est versé à la fin de la période d'essai. En faisant ça, c'était déjà important. C'est-à-dire que avant, moi, l'ancien système était un système où on donnait la prime qu'au bout de la période d'essai, voire parfois même plus loin après. On a voulu donner un signal fort dès le premier jour de l'arrivée du collaborateur coopté et ensuite à la fin de la période d'essai. Et ensuite, au niveau des managers, ce qui a vraiment été important, c'est de leur montrer que ça allait répondre à leurs problématiques de recrutement. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, nous, notre difficulté, c'est de recruter des mécaniciens. Les cooptations qui ont été faites sont des cooptations de mécaniciens. Donc, une rareté des profils sur le marché. Le réseau des mécaniciens de Noroto connaît des mécaniciens dans d'autres entreprises. Et donc, le réseau des mécaniciens a bien fonctionné. Et donc, aujourd'hui, on a recruté des super mécas au niveau de nos ateliers. Et donc, au niveau des managers, ils ont plutôt été satisfaits. C'est un recrutement qui est plus rapide. C'est un recrutement où le collaborateur qui a coopté s'engage aussi dans la bonne intégration du collaborateur qui vient d'arriver. Parce que là, en fait, ils sont un peu responsables de l'arrivée du coopté. Donc globalement, beaucoup d'avantages au système de cooptation, mais ça passe par un outil communautaire, ça passe aussi par une volonté de casser les barrières. Dans les managers avant, on avait un système de région, les régions pilotaient leur recrutement au niveau de la région. Cet outil-là nous a permis aussi de casser peut-être un certain nombre de frontières qui existaient entre les différentes régions et d'être transparent et ouvert sur les postes à pourvoir sur toute la France. Ça a été une difficulté au départ, je ne vous le cache pas, avec quelques managers, mais par la suite, quand on a vu les intérêts pour toute l'entreprise, cette difficulté, elle s'est estompée. Merci Stéphane. Et alors, j'ajouterais juste sur les avantages de la cooptation, le retour sur investissement. Quand on voit le coût d'un recrutement par cooptation par rapport à ce qui se fait, en tout cas dans tous les autres moyens de recrutement, c'est vraiment un élément assez fort et puissant et qui est souvent sous-estimé. Oui, tout à fait. Alors, pour être très clair avec toi, moi je faisais un rapide calcul il n'y a pas longtemps. Un recrutement d'un mécanicien coûte 1 800 à 2 000 euros parce que souvent on passe par on était obligé de passer par des cabinets. Et là, on a complètement arrêté. Donc, en fait, on a réinvesti sur l'outil de cooptation. On a diminué fortement l'appel au cabinet de recrutement. Désolé s'il y en a autour de la table qui. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de dire à un moment donné, c'est plus rentable pour l'entreprise et plus durable. Un recrutement par cooptation, nous, on le voit par le suivi des indicateurs de recrutement, est beaucoup plus durable. Et j'ai même envie de vous dire qu'on a peut-être plus de collaborateurs à potentiel dans la cooptation que dans d'autres sources de recrutement. Je me permets d'être encore le briseur de rêve, mais effectivement, il faut qu'on accélère un petit peu. En plus, il y a des questions hyper intéressantes qui sont posées. J'aimerais vraiment que Stéphane, tu puisses y répondre vers la fin de notre présentation. Donc, Manuel, je pense qu'il faut qu'on accélère un petit peu pour aborder tout ça. Voilà, programme ambassadeur. Juste en 2 mots, sur la slide que vous avez sous les yeux, les chiffres parlent d'eux-mêmes, je ne vais pas en rajouter. J'ai plutôt envie d'entendre Stéphane sur le sujet. Juste envie de dire, quand on voit le succès qu'a remporté un site comme Glassdoor, on peut se dire que clairement, le collaborateur est bien le meilleur vecteur et le meilleur ambassadeur de l'entreprise.
Du coup, Stéphane, qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce que tu penses des programmes ambassadeurs et est-ce que tu l'as mis en place chez Naruto? Alors, on l'a mis en place. Alors, moi, j'ai évolué sur ce sujet, comme beaucoup. En fait, j'étais hyper attentif à l'image de l'entreprise, à l'image employeur. Et donc, il y a quelques années, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, je veux que ça soit centralisé, géré par la com, fait avec des outils professionnels, et hors de question de laisser la main aux collaborateurs sur le sujet. J'ai énormément évolué sur ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on laisse la main aux collaborateurs d'un magasin par rapport à des problématiques RH de recrutement, on a des résultats qui sont bien meilleurs qu'une belle vidéo tournée par une équipe de professionnels. Je vous prends un exemple. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est dans une vie antérieure, j'étais DRH d'électrodépôt. J'ai vu un directeur de magasin à Dunkerque qui avait des besoins en recrutement faire une vidéo avec son smartphone et la diffuser sur Facebook. Il a eu 200 000 vues. Il a recruté toute son équipe et ça a eu un effet de dingue au niveau du recrutement. Et à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, en fin de compte, au lieu de voir ça comme une contrainte, faisons une opportunité. Et donc, on a décidé, et notamment chez Naruto là récemment, de former 300 ambassadeurs à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, ils ont eu une formation à LinkedIn, une formation à Twitter, une formation également sur Facebook, qui peut leur servir à titre perso, mais qui peut aussi leur servir pour parler de l'entreprise. Et ça a eu un effet également très positif, parce que quand vous êtes mécanicien et que vous parlez de votre boîte sur Facebook avec une petite vidéo que vous avez faite, vous en direct, qui est amateur, mais ça a beaucoup plus d'impact qu'une vidéo peut-être professionnelle sur laquelle les gens sont peut-être plus en méfiance. Donc, le fait de donner un rôle d'ambassadeur donne davantage de confiance dans l'entreprise. Oui. Alors, juste sur ce sujet-là, parce qu'on parle souvent, en tout cas, des impacts d'image, des prises de parole des collaborateurs. Alors, sur les impacts d'image, on parle souvent des positifs, et il peut y en avoir de temps en temps de négatifs, et il me semble que tu as une petite expérience sur le sujet. Ouais, en fait, à un moment donné, on a eu une vidéo qui a fait le buzz avec des collaborateurs qui ont lancé sur des caisses. On s'est dit, on va arrêter de donner la main. Et en fin de compte, on s'est dit, non, c'est une connerie. Il faut expliquer les règles du jeu, il faut expliquer pourquoi l'image de l'entreprise, il faut essayer de la protéger. En gros, le message qui a été passé, c'est de dire, vous continuez à avoir la main, vous avez la main. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas mettre à mal l'image de l'entreprise. Donc, dans ce programme d'ambassadeurs, on a donné des règles, un terrain de jeu, et donc les collaborateurs peuvent tout faire en respectant un certain nombre de règles vis-à-vis de la marque pour ne pas la mettre en difficulté. Voilà. Mais globalement, il y a beaucoup plus d'effets positifs à démultiplier les ambassadeurs qu'à centraliser tout au niveau d'une équipe com. Oui, en fait, les enseignements, si je peux résumer, synthétiser ce que tu viens de dire sur les programmes ambassadeurs, c'est que globalement, c'est plutôt, même si de temps en temps il peut y avoir un accroc, globalement, c'est très positif pour la marque et pour la marque employeur. Globalement, oui. Ok. Tout à fait. Ça marche. Merci Stéphane. Je laisse la main à Guillaume sur les deux derniers points. Merci beaucoup Stéphane et Emmanuel pour ça. Donc vous vous souvenez, on a abordé en introduction les trois points clés selon nous et les trois stratégies clés que sont le collaborateur sourceur coopteur, le collaborateur ambassadeur et les deux fois Stéphane nous l'a illustré. On va passer maintenant au candidat collaborateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire le candidat collaborateur? En fait, ça peut sembler évident, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant, comme on dit souvent. Mais finalement, l'objectif, c'est de développer le réflexe de l'interne, aussi bien côté collaborateur que côté recruteur. Donc, pour un recruteur, de d'abord penser à ses propres équipes pour les postes à pourvoir semble être une évidence, mais ce qu'on constate, c'est que 5%
c'est ce que ça a représenté en termes de recrutement en 2019, la mobilité interne, donc ce qui est relativement faible. Et pourtant, 60% des collaborateurs opteraient pour une mobilité interne si cela leur était proposé. En sachant que, par ailleurs, et pour terminer sur le sujet, le recrutement en interne est évidemment beaucoup moins cher qu'en externe, tant sur des coûts visibles que invisibles, évidemment, d'onboarding, etc. Donc, le rôle ici, c'est vraiment pour le collaborateur d'être acteur de son évolution professionnelle et de pouvoir se positionner comme candidat. Donc là, Stéphane, la question assez naturelle, c'est, on en a parlé en préparant ce webinaire, c'est est-ce que vous avez développé cette culture de la mobilité interne chez Noroto? Pourquoi? Alors, je connais la réponse, mais comme ça, tu vas pouvoir t'en expliquer. Et surtout, quels sont, toi, les avantages que tu perçois à cette culture de la mobilité interne chez Noroto? La mobilité interne, comme dans beaucoup d'entreprises, elle est fondamentale. C'est-à-dire que quand vous commencez à être sur des entreprises assez importantes, il y a des personnes qui font un métier, qui ont envie peut-être de faire un autre métier à un moment donné. Et donc la plateforme, nous l'avons utilisée à la fois pour faire de la cooptation, mais également donner cette envie à des collaborateurs d'aller voir un peu les opportunités qu'il pouvait y avoir dans d'autres régions en France, dans d'autres métiers. Et donc on a développé fortement la mobilité. Et aujourd'hui, le résultat, il est simple, on a multiplié par 2,5 la mobilité à l'intérieur de l'entreprise, avec, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, une volonté de casser les barrières. Et donc le résultat, il est à la fois de pouvoir proposer des évolutions aux collaborateurs, de gagner du temps, mais aussi de fidéliser davantage les collaborateurs. Merci, merci pour ça. Je pense que tu avais donné un chiffre sur tes directeurs de centre aujourd'hui. C'est 100% de mobilité, c'est Ouais, ça? 100%, ouais. 100% lié à la promotion interne et à la mobilité interne de l'entreprise. Bon, donc évidemment, cette mobilité interne, de façon tout à fait visible et évidente, elle représente beaucoup d'avantages. On en a parlé en termes de coûts, de gains, mais évidemment de qualité et aussi de proposer un vrai projet de carrière aux collaborateurs. Et clairement, sur la plateforme KickUp, ça permet de le faire, mais au-delà de ça, quand culturellement c'est mis en place, en fait, tous les indicateurs nous permettent évidemment d'atteindre tous vos objectifs en matière de recrutement et de mobilité. Alors, on a parcouru de façon relativement rapide ces 3 points, donc le collaborateur sourceur, le collaborateur ambassadeur et le collaborateur, on va dire, candidat. Et bien finalement, tout ceci rentre, on va dire, dans une stratégie globale. Et cette stratégie globale, c'est de positionner vraiment votre collaborateur au cœur de votre stratégie RH et de faire en sorte qu'il devienne, le collaborateur, le meilleur allié du recruteur. Donc, comme il est écrit sur ce slide, un jour sourceur, demain candidat, et dans l'idéal, toujours ambassadeur. Ça nécessite effectivement de donner du sens, d'expliquer, de les accompagner, de les valoriser. Et je ne parle pas forcément d'argent, mais en tout cas, une reconnaissance verbale peut être tout aussi fondamentale pour faire de vos collaborateurs vraiment ces alliés des recruteurs. Donc, la plateforme que nous proposons chez KickUp a permis, on va dire, pour Noroto, et Stéphane en a parlé tout à l'heure, on va dire d'atteindre un certain nombre de chiffres très intéressants, surtout quand on regarde l'avant et l'après. Donc, plus de 6000 membres, donc 6000 collaborateurs Noroto ont un accès Noroto France à la plateforme. Il y a eu plus de 400 cooptations, 137 personnes qui ont candidaté. Ça a représenté plus de 200 recrutements, 213. Et donc, il y a un taux de conversion qui est hyper intéressant. 47% des recommandations aboutissent à un recrutement. Donc, le coût du recrutement, j'ai vu que c'était une question qui était posée tout à l'heure. Finalement, le calcul, c'est par rapport à l'investissement et le nombre de recrutements, de manière assez basique, voilà ce que représente le coût d'un recrutement. Si vous le comparez à un cabinet ou à des outils, vous verrez assez vite qu'on est de 30, 40, 50% moins cher en termes de rentabilité sur ce type d'outils. Justement, donc Stéphane, à ce sujet, le fait de mettre les collaborateurs au cœur de la stratégie des recruteurs, c'est vraiment mettre
l'humain au cœur de l'entreprise et de soigner cette expérience collaborateur. Comment est-ce que vous, chez Noroto, vous mesurez l'engagement et le bien-être? Tu nous avais dit en préparant ce call que l'humain était au cœur de votre stratégie. Comment vous, concrètement, ça se passe chez Noroto? On mesure l'engagement tous les 2 mois avec une mesure avec 5 questions autour de l'engagement. On mesure également la recommandation à l'extérieur, le NPS, et on met tout ça en symétrie avec les clients. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est que le directeur de centre, qui est le manager le plus local, le plus local pour nous, ait une vision claire de la satisfaction des clients externes et la satisfaction de ses collaborateurs. Et on veut une symétrie d'attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pense que des collaborateurs qui sont bien dans leur job, bien dans leur centre, dans leur magasin, pourront être des bons interlocuteurs pour les clients. Et donc ça, pour nous, c'est fondamental. Ensuite, au niveau du NPS et de l'engagement, on constate des centres où c'est top et puis des centres où c'est un peu moins bien. Et donc, dans ce cas-là, plan d'action avec le manager du centre pour justement comprendre pourquoi il y a éventuellement des difficultés et améliorer le système. Donc, ça, c'est aussi un point important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien. Les choses qui vont moins bien, on les repère, on les identifie, on met en place un plan d'action pour continuer à les améliorer. Top. Et alors, ce contexte particulier, unique que nous vivons depuis plusieurs mois, en quoi ça a changé vos relations entreprise-collaborateur? Quelle attention particulière avez-vous dû mettre en place pour faire face à cet impact historique? Premièrement, comme tout le monde, priorité à la santé des collaborateurs. Donc, on est extrêmement vigilant à prendre soin des équipes et des collaborateurs. Donc, ça, comme tout le monde. Et on a beaucoup œuvré pour travailler sur le côté sanitaire, mais aussi le côté, j'ai envie de vous dire, psychologique. On a des personnes qui vivent un confinement chez elles, parfois peuvent être en difficulté. Donc, c'est comment l'entreprise, à un moment donné, vient en aide à ses collaborateurs. Certains me diront, c'est en dehors de l'entreprise, c'est pas nous en occuper. Nous, on a fait le choix de dire à un moment donné, on doit être capable de repérer, d'identifier et d'apporter une aide aux personnes qui auraient des difficultés perso. Deuxième sujet, au niveau de l'entreprise, on s'est rendu compte, tout à l'heure je vous en ai un peu parlé, nous on a une organisation qui est beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus locale, avec des personnes qui ont des responsabilités beaucoup plus larges qu'auparavant. On s'est rendu compte que dans le cadre du premier confinement, la responsabilisation des équipes au niveau de leurs clients, au niveau de leurs collaborateurs, avait permis certainement de mieux passer la crise que d'autres entreprises. Je vous prends un exemple. On a un magasin qui a eu l'idée de mettre en place une assistance aux batteries, parce qu'en fait, pendant le premier confinement, beaucoup de voitures étaient restées à domicile, étaient tombées en panne à cause des batteries. On a eu l'idée d'un mécanicien qui a dit à un moment donné, je vais aller réparer les batteries à domicile. Ça a eu un succès les 10 premiers jours. On l'a développé sur les 300 centres à travers la France. Aujourd'hui, ça fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc voilà, donc si vous voulez des petites idées comme ça, si elles étaient venues d'une équipe marketing du siège, peut-être qu'on aurait beaucoup phosphoré, eu un truc hyper bien calibré, sauf qu'à un moment donné, on serait arrivé après la bataille. Et donc là, on a vraiment eu des initiatives locales qui ont créé du business, qui ont créé de la fierté parmi les équipes. Et donc aujourd'hui, et encore ce matin, lors d'un call juste avant, on a rappelé aux équipes qu'elles avaient la responsabilité au niveau local de mettre en place des initiatives et elles ont le droit à l'erreur. C'est-à-dire que vous pouvez vous tromper, le tout c'est que vous ayez pris des initiatives. Donc c'est vraiment comme on dit chez nous, faire d'un pépin une pépite, et c'est de faire des challenges ou des difficultés, des opportunités auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est donc à nouveau placer vos collaborateurs au cœur. On parlait jusqu'à maintenant plutôt de recrutement, mais c'est pas que le recrutement, c'est le business aussi. Et en fait, c'est cette notion de confiance avec vos collaborateurs qui permet
j'en suis convaincu voilà, de surmonter cette crise assez exceptionnelle. Alors, Guillaume, je te propose de prendre la main sur les questions parce que tout à fait. si ça te va, il y a une question d'Emeline. Pour toi, Stéphane, principalement les questions, même si je pourrais compléter éventuellement. Comment arrivez-vous à faire en sorte que vos collaborateurs mécaniciens cooptent? Ils ne sont pas au quotidien sur des outils numériques. Donc, comment les informer et faire en sorte qu'ils soumettent les CV? En fait, contrairement à ce qu'on pense, contrairement moi à ce que je pense au départ, ils sont hyper, comment dire, nous on a une moyenne d'âge au niveau des mécaniciens qui a 35 ans. Donc ils ont leur smartphone, ils ont des outils et en fait ils se sont mis l'accès au site de cooptation sur leur smartphone. Donc non, globalement ça marche bien. Il n'y a pas de résistance par rapport à ça. Voilà. Alors moi, pour compléter juste, Stéphane, grâce à notre plateforme, en fait, les collaborateurs de l'entreprise n'ont pas besoin de CV, ils ont juste besoin de donner le nom de la personne qui recommande, et c'est la personne qui est recommandée qui va mettre son CV sur la plateforme et l'adresser au recruteur. Alors, autre question. Lorsque les ambassadeurs collaborateurs se lancent sur des communications, c'est Sabrina qui nous pose ça. Y a-t-il une validation de la direction du manager ou est-ce vraiment totalement libre? Totalement libre. Ok. Peut pas être plus clair. Totalement libre. Après après coup, parfois, on se dit, on ferme les yeux, mais si c'est dans les règles du jeu, ça passe. Hein. Voilà. Bien sûr. Mais en tout cas, donner cette possibilité aux équipes, on a véritablement des super surprises. C'est génial. Oui. Alors, autre question. Quelle vous semble être la bonne proportion d'ambassadeurs dans une entreprise, pourcentage par rapport au nombre de salariés, par exemple? Je ne sais pas vous répondre. Je pense qu'il faut prendre que les gens qui ont envie de le faire et qui sont prêts. Je voyais chez Electrodépôt, dans ma précédente expérience, on avait donné cette possibilité-là au directeur de magasin et on avait dit par contre, si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. On avait pris que les volontaires et ceux qui avaient vraiment envie de s'investir là-dessus. On n'en avait pas fait une obligation. À l'époque, je crois qu'il n'y en avait que 6 ou 7 sur 60 qui l'avaient fait. Ça a cartonné et après, ça a créé un effet d'émulation pour les autres. Mais en tout cas, ne prenez que les gens qui ont envie de le faire. Enfin, alors Martin qui nous demande, développer la cooptation au sein du réseau était-il plus compliqué qu'au siège social? Non, pas du tout. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, j'ai beaucoup de cooptation de mécaniciens et de vendeurs. Non, pas du tout. Le tout, c'est d'avoir un bon petit film qui explique le sens, pourquoi on le fait et l'intérêt pour l'entreprise et le collaborateur. Et après, ça part tout seul. J'en profite peut-être juste pour là-dessus. Plus l'idée, quand on développe la cooptation dans une entreprise, c'est vraiment de le faire de manière globale dans l'entreprise. Si on commence à sélectionner une partie des gens qui font de la cooptation et d'autres qui n'y ont pas droit, je pense que l'outil perd de son sens et c'est évidemment mieux. Alors parfois, pour des raisons de test, on démarre sur une partie de la population, mais globalement, la cooptation, c'est valable pour toutes les tranches de l'entreprise, effectivement, qu'on soit mécanicien ou qu'on soit en siège social. Et d'ailleurs, Stéphane, il me semble que alors vous recrutez les mécaniciens, mais je sais que vous recrutez de plus en plus de personnes qui deviennent dans les domaines du digital et que la cooptation est un excellent moyen pour ces nouveaux métiers. Oui, en fait, ce qui a vraiment été une belle surprise, c'est de voir l'intérêt pour les mécaniciens, donc des métiers manuels de centre, enfin, voilà, et de voir aussi là l'intérêt pour les métiers plutôt orientés sur le digital. Et donc ça montre bien que ces outils-là ne sont pas réservés qu'à des personnes qui connaissent bien les outils digitaux. On peut vraiment on peut maintenant toucher l'ensemble du spectre des métiers. Il y a des questions sur les notions de primes et notamment sur vos ambassadeurs. La thématique de collaborateurs ambassadeurs recueille beaucoup de questions.
Est-ce que tu as mis quelque chose en place pour, alors c'est plutôt du volontariat, mais est-ce que tu mets quelque chose en place pour motiver tes ambassadeurs à continuer à jouer ce rôle-là? Est-ce qu'ils sont rétribués, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, comme on pourrait l'être pour une recommandation, par exemple? Non, ils sont pas, ils sont pas rétribués. On veut pas tomber dans le travers. Voilà. Si vous avez envie de parler de la boîte, vous pouvez le faire, mais il n'y a pas de rétribution par derrière. Ça pourrait être, pour nous, c'est pas ce qu'on veut en fait. Si j'ai envie de parler de ma boîte, je le fais parce que j'ai envie de le faire avec plaisir. Je le fais pas parce que j'ai une prime potentielle derrière. Alors, il y a une question de Valérie. Et la formation, d'ailleurs, elle est intéressante parce qu'en fait, elle leur permet aussi cette formation autour de LinkedIn et des outils, elle est aussi à vocation perso. Donc, mais en tout cas, il n'y a pas de rétribution. Une question de Valérie que je connais. Bonjour Stéphane. Comment avez-vous défini les rétributions des coopteurs? Sont-elles les mêmes en fonction des pays sur lesquels vous êtes implanté? Asie, Amérique du Sud, France? Alors pour l'instant, c'est sur la France et uniquement la France. Et là, on est en train de regarder pour le développer notamment sur l'Allemagne avec un principe qui sera le même. Alors peut-être que les montants sont différents en fonction des pays parce que parfois vous avez des notions de charges et de fiscalité. Mais en tout cas, l'idée est de dire, dans les principes, on garde les mêmes principes. Une partie de la prime est versée le premier jour d'arrivée du collaborateur qui a été proposé et une autre partie à une échéance à déterminer en fonction du nombre de semaines et de mois de présence de l'entreprise. Mais en tout cas, aujourd'hui, le montant est le même pour la France. Pour les autres pays, on regardera en fonction des spécificités de charges sociales. Alors pour compléter ta réponse, hein, Stéphane, sur les pays, il faut aussi, je pense, évaluer le niveau de vie du pays, puisque notamment, je pense à des pays d'Amérique du Sud, par exemple, ou d'Asie, où effectivement, là où une récompense de l'ordre de 400 à 500 € en France serait probablement disproportionnée dans un pays d'Amérique du Sud ou d'Asie. Donc, il faut être vigilant sur cette. Et donc, effectivement, je pense que c'est assez compliqué d'avoir une prime uniforme, quel que soit le pays dans le monde. Certains de nos clients ont pris le parti d'impacter un pourcentage de la rémunération pour trouver l'équivalent dans chaque pays. En disant voilà, le 10% de la rémunération en France peut-être, ou le 5%, enfin peu importe le pourcentage, représenterait une prime de 400 € en France et peut-être de moins dans un pays où la réalité économique est différente. Mais pour trouver, on va dire, une équivalence en pourcentage de rémunération. Sachez juste que pour compléter sur ces notions de prime, nous, sur l'intégralité de notre plateforme, c'est-à-dire plus de 70-75 plateformes déployées aujourd'hui sur des entreprises de plusieurs milliers de collaborateurs, 95% de nos clients donnent des primes de cooptation qui vont de 500 à 1000 €. Et que la plupart donnent ces primes à l'embauche du collaborateur et certains décident de le faire en deux parties, une partie à l'embauche, une partie après quelques semaines ou quelques mois dans l'entreprise. Mais voilà en tout cas les règles habituelles vues chez la quasi-exhaustivité de nos clients. Pour ceux qui ne donnent pas d'argent, certains ont pris le parti de donner à des associations caritatives. C'est une possibilité qui rentre aussi, pourquoi pas, dans un plan, dans une culture RSE de l'entreprise et de dire, bah voilà, nous, on veut valoriser l'acte sans directement rémunérer le collaborateur, mais en valorisant le collaborateur par un don à une association caritative. C'est une possibilité également qui est proposée sur notre plateforme, par exemple. On n'a pas parlé de l'animation. Ce qui est vraiment important dans la cooptation, l'une des clés, c'est d'animer la cooptation dans l'entreprise. Et donc, nous, on essaie tous les mois de montrer les top coopteurs, de montrer les derniers recrutements par cooptation. Et en fait, l'émulation, elle naît aussi de cette animation. Et il a été vraiment, fondamental dans les premiers temps de montrer les réussites et de dire voilà, Valérie, Anne, elles ont eu une prime parce qu'elles ont touché 500 € de prime de cooptation et elles ont recruté un tel et un tel. C'est vraiment, c'est hyper important ce que tu dis, Stéphane. Donner du sens, communiquer, c'est la clé.
Chez Kikopt, on propose une solution digitale en mode SaaS qui est on va dire, une première approche essentielle selon nous de digitalisation. Et on va même plus loin parce qu'on apporte cet accompagnement et cette expertise du recrutement et de la cooptation, parce que faire vivre la plateforme, eh bien, ça nécessite aussi d'avoir du conseil ponctuel et de l'accompagnement et de l'expertise sur comment optimiser le programme, comment différencier le programme, gamifier le programme. Et là aussi, c'est ce qu'on peut apporter. Et donc, Agnès, pour répondre à votre question, je ne sais plus si c'est vous, pardon, mais en tout cas, il y avait une question, est-ce que ça s'applique aussi aux TPE, PME? J'ai envie de dire, ça s'applique à tout le monde. À partir du moment où vous recrutez, et à partir d'un certain volume de recrutement, si vous recrutez une personne par an, bon, forcément, la légitimité de mettre en place un programme et une plateforme fera un peu moins de sens. Mais à partir du moment où il y a des recrutements, du renouvellement, de la visibilité sur les offres que vous voulez donner ou de la mobilité interne, oui, une plateforme comme celle-ci est très vite rentabilisée et apporte une vraie valeur à l'entreprise, c'est une certitude. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Donc, évidemment, mille merci à Stéphane Wilmotte, HR Leader chez Mobivia, et donc pour Noroto aujourd'hui, de sa participation, de son témoignage. Ça nous semble être une évidence que de faire témoigner nos clients sur la valeur de ce qui est mis en place, parce que évidemment, ça vous donne des clés, des astuces, des chiffres. Le support sera chargé et vous y aurez accès, donc vous pourrez regarder à tête reposée tout ce qu'on a pu évoquer, et évidemment on se tient à votre disposition avec Manuel pour répondre à toutes vos questions, et celles qu'on n'a pas pu répondre seront toutes traitées et nous répondrons évidemment aux personnes qui ont posé les questions directement pour répondre à leurs interrogations. Alors, j'ajoute un grand merci à Stéphane, dont je sais que l'emploi du temps est très contraint, et particulièrement en ce moment. Donc, je sais que pour lui, cette heure a été quelque chose qu'il a dû caser dans son emploi du temps. Merci infiniment, Stéphane. Merci à vous aussi. Pour ça. Et puis, je dis à tout le monde, évidemment, bon confinement, hein, parce que… Prenez soin de vous. Merci à tous. Et Saloon RH continue jusqu'à la fin de journée. Donc, il y a encore un très beau programme. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du Saloon RH numéro 2 pour voir toutes les autres conférences que vous pourrez, auxquelles vous pourrez assister. Voilà. Un grand merci et prenez soin de vous. Merci. Et un dernier merci à Julie. Hein. Julie, organisatrice de tout ça. Absolument remarquable. Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup Manuel, merci Guillaume, merci Stéphane, et merci Guillaume de nous avoir effectivement rappelé la journée continue jusqu'à ce soir. Et d'ailleurs, tout de suite, vous pouvez nous rejoindre avec la conférence de Quintessence sur l'agilité relationnelle, une nouvelle intelligence à développer. À tout de suite sur Saloon. Merci. Merci.